Alors Jacques Matteux, que je remercie vivement d'abord de m'avoir convié à ces assises, m'a demandé il y a quelque temps d'intervenir sur l'utérus artificiel, tout simplement parce que depuis 10 ans, j'y ai consacré quelques travaux. Enfin, quand je dis que j'ai consacré quelques travaux à l'utérus artificiel, ça ne veut pas dire que je suis en train d'en bricoler un chez moi, parce que de toute manière, j'ai pas la place. Euh, c'est pas du tout l'aspect technique, même si j'ai été obligé justement de m'intéresser et précisément aux aspects techniques de l'utérus artificiel. D'ailleurs, au passage, Jacques, je vous remercie encore de nous avoir donné des éléments techniques hier matin. Il ne fallait pas vous excuser de nous proposer des éléments techniques, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Tout simplement parce que pour toutes les questions qui concernent la bioéthique, et en particulier ce qui concerne la naissance, il y a une chose qui m'énerve depuis à peu près une vingtaine d'années. Je vais souffler parce que je suis toujours bien énervé. C'est qu'on parle des choses en s'indignant, en trouvant ça dégoûtant, sans savoir de quoi on parle. Et c'est quand même bien d'avoir un rapide et parfaitement clair, par exemple, résumé d'embryologie ou de toute autre chose, pour qu'on puisse un peu y voir clair et savoir de quoi on parle. Trop souvent, je vais le dire très clairement et je vais essayer de le montrer, trop souvent, l'ensemble des personnes qui disent faire de la bioéthique ou qui font de l'éthique ou qui se présentent comme éthiciens, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, et en particulier le législateur est prêt à légiférer et à condamner sévèrement des techniques et des pratiques dont il ne connaît absolument pas le détail. Donc je ne vais pas parler des aspects techniques de l'utérus artificiel, c'est pour ça que j'ai appelé ça très, très gentiment les méditations sur les boîtes à bébés, tout en précisant qu'il s'agit quand même des enfants de l'utérus artificiel. Je ne vais pas non plus parler de tout ce qui relève des questions de genre ou du rapport au corps maternel qu'engendre la question de l'utérus artificiel, voire au corps féminin, tout simplement, parce que je pourrais le faire, mais c'est pas mon objectif ici, surtout au sein des assises du corps transformé. Il me semblait beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, à peu près systématiquement, dès qu'il s'agit de naissance et de technique et d'immixtion de la technique dans la naissance, la réaction est les réactions les plus courantes sont des réactions de frayeur, voire de dégoût. Il y a un auteur australien, un philosophe australien, ça existe les philosophes australiens, qui il y a quelques années avait écrit un ouvrage sur l'utérus artificiel et qui parlait d'une réaction qui était assez courante qu'il appelait the yuck intuition, que je me suis permis de traduire dans le bouquin que j'avais écrit sur l'utérus il y a quelques années, que je me suis permis de traduire par l'argument du Berk, en gros. Tout en précisant que l'argument du Berk, précisément, ça n'est pas un argument, c'est même pire que ça. À partir du moment où on a dit Berk, on est sûr qu'on ne va pas pouvoir développer la moindre argumentation et on est sûr qu'on va juste condamner. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément la propension de nos contemporains à se méfier généralement de la technique, du coup à ne pas la penser, comme le proposait Heidegger, disons que la technique ne pensait pas, et à estimer qu'à chaque fois que la technique s'immisçait, en particulier dans la reproduction de l'humain, ça ne pouvait être qu'une menace, voire une faute morale, qui entraînait forcément une forme de déshumanisation. Alors on l'a vu déjà avant l'utérus artificiel, on l'a vu à propos du clonage, hein, ça a été assez intéressant. Moi j'ai lu toutes les minutes parlementaires en 2004 pour la première révision des lois de bioéthique, et en particulier en ce qui concernait la question du clonage. Je me suis rendu compte qu'on a légiféré en instituant le crime le plus grave du droit français d'ailleurs, les crimes contre l'espèce humaine, article 214.2 du code pénal. Je me suis rendu compte que jamais on avait expliqué ce qu'était un transfert nucléaire, ce qui est quand même assez intéressant. Jamais non plus on s'est posé la question de savoir ce que l'on ferait d'un enfant issu, s'il naissait d'un clonage, ce que l'on en ferait, puisqu'on l'excluait par avance avec le crime contre l'espèce humaine de l'humanité. Mais bon, ça ne semble absolument gêner personne. Il y a tout un tas d'autres signes de cet argument du Berk systématique. Il suffit de voir les expressions que nous employons tous les jours. Bébé éprouvette. Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Essayez de mettre un bébé dans une éprouvette, vous verrez, ça ne rentre pas. En anglais, c'est pire, c'est test tube baby. Un tube à essai, c'est quand même plus petit encore, donc essayez de mettre un bébé dedans.
On a parlé à propos du clonage de photocopie génétique, pourquoi pas de Xerox pendant qu'on y est. On a parlé, en particulier d'ailleurs Sylviane Agacinski adore parler de ça, de l'enfant manufacturé, ce qui est quand même assez, en parlant des enfants issus de la PMA, ce qui est quand même assez sympa pour ces enfants. On parle également de bébés médicaments. Moi je suis désolé, mais un médicament ça se donne sur ordonnance et c'est remboursé par la Sécu. Donc ça n'est quand même pas le cas. Et puis il y a toute l'iconographie qui va avec. Rappelez-vous, au moment où Louise Braun est née en 1978, et bien voilà, quelle était la couverture du Time, où on expliquait très clairement que les scientifiques étaient en train de se prendre pour des dieux et de mettre des bébés dans des tubes à essai. Parfois ça va vraiment jusqu'au délire, puisqu'on peut trouver aussi ce genre d'iconographie assez courante. Alors là, c'est même plus un tube à essai, c'est un... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc, c'est pas un bécher, ou je ne sais plus exactement. Mais enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est que le bébé naît déjà avec une couche, comme quoi tout ça est un peu coincé de partout. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui m'embête avec tout cela, c'est que si on refuse de penser l'immixtion de la technique dans la naissance, en fait, on n'a rien compris à la naissance, parce que la question de l'anthropotechnie, c'est-à-dire de la formation de l'humain par, dans et avec la technique, pour moi, ça n'est pas un choix. C'est juste un constat. On n'a pas le choix, de toute manière, depuis qu'on a essayé de maîtriser le feu, depuis qu'on se sert de quelques silex, on est de toute manière des êtres de technique, forgés par la technique, avec elle. Donc refuser de la penser, ça serait complètement idiot. Et refuser en particulier d'imaginer autre chose que de la reproduction artificielle, parce que toute reproduction est artificielle, à mon sens. Je pourrais répondre aux questions relatives à cela si vous voulez, après. Et il me semble qu'il est juste impossible de parler de reproduction naturelle, ou en tout cas la reproduction naturelle, c'est pas très joli, je pourrais la décrire tout à l'heure si vous voulez, et on ne peut pas non plus parler véritablement d'humanité naturelle, et en particulier de nature humaine. Il y a une phrase très très belle d'Hannah Arendt qui dit on ne peut jamais parler de nature humaine, car parler de nature humaine, ça serait comme vouloir sauter par-dessus son ombre. Et je crois que tout est dit là-dedans. L'intérêt d'Hannah Arendt, c'est que c'est toujours joliment dit et très parlant. Alors, je vais l'aborder la question de l'ectogénèse, hein, donc, puisque technique d'utérus artificiel, par trois biais. Je voudrais montrer d'abord que si la plupart des protagonistes ont une réaction on va reprendre ça, hein, de Berck, c'est parce que, qu'il s'agisse du clonage ou de tout un tas d'autres techniques de procréation, et en particulier de l'utérus artificiel, avant que d'être une possible réalité, ce qui sera le cas pour l'utérus dans une cinquantaine d'années, peut-être, avant d'être une possibilité, une perspective envisageable techniquement et réellement, ça a été depuis très longtemps un accessoire de science-fiction. Et comme c'est un accessoire de science-fiction, ça ne nous aide pas à le penser très clairement. Quand c'est dans la science-fiction, c'est très bien, mais le problème, c'est que quand ça devient réel, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir la technique et d'essayer d'oublier les images qui nous ont été données par la science-fiction. Alors, je vais vous donner quelques exemples, ce qui me donnera l'occasion de montrer des images absolument dégoûtantes, mais j'adore ça. Ce sont je les passe vite quand même, parce que s'il y a des enfants dans la salle, ça sera un peu gênant. On essaie de parler des enfants, donc c'est pas pour les martyriser après. Ce sont quelques images qui sont sorties de Alien 4, où on voit d'abord Sigourney Weaver toute nue, ce qui est quand même assez intéressant, et puis surtout où on voit des tubes qui sont véritablement des utérus artificiels, et où on met en avant une figure bien connue du scientifique apprenti sorcier qui fait à peu près n'importe quoi, qui ne peut pas s'empêcher de développer ses recherches, quitte à chimériser l'alien avec le lieutenant Ripley pour en faire une espèce de monstre. Donc ça, c'est la thématique de l'apprenti sorcier qui revient tout le temps, et qui revient tout le temps, y compris dans des textes tout à fait officiels. On verra tout à l'heure que Valérie Pécresse adore parler d'apprenti sorcier, et on verra pourquoi. Mais en tout cas, le problème, je le dis tout de suite, le problème dans Alien 4, c'est pas du tout les utérus artificiels qui sont méchants, qui sont pas gentils, qui font du mal. C'est pas eux. Le problème, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière, la chimérisation avec l'alien qui est franchement pas sympathique.
Autre exemple, et là qui révèle une peur assez fondamentale et assez courante, qui est celle de la victoire de la machine sur l'homme. Et donc là aussi, on voit comme accessoire des utérus artificiels, c'est le cas de Matrix, hein, où dans le fond, les humains sont devenus juste, même plus du bétail, mais plutôt des espèces de céréales, en tout cas des sources d'énergie, pour que les machines gouvernent le monde. Et du coup, c'est la victoire de la technique sur l'homme, alors que la technique n'est plus l'outil de l'homme, mais exactement l'inverse. Donc ça, ce sont des inquiétudes toujours très puissantes. Il y a d'autres exemples, en particulier dans la littérature. On trouve énormément d'utérus artificiels dans Brave New World d'Huxley. Et là, c'est pareil, le problème, ça n'est pas tant l'utérus artificiel, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage, c'est l'usage qu'on en fait, évidemment, puisque ces utérus artificiels servent à formater et à formater socialement les individus pour en faire des alphas jusqu'aux oméga, hein, et donc pour véritablement politiquement créer une dictature et organiser très clairement une dictature. Donc nous fonctionnons quand nous recevons la perspective de la possibilité d'une technique, nous la recevons également avec tous ces souvenirs de ces accessoires de science-fiction. Et dans la science-fiction, c'était fait peur, et c'était très bien, et ça marchait bien. Mais du coup, au lieu de la penser, on a complètement peur. Ce qui fait qu'on rentre très facilement dans une philosophie de la peur. Alors je vais prendre un exemple très précis, en analysant très rapidement un article qui était paru dans Le Monde 2, donc le supplément hebdomadaire du Monde, en janvier 2008, je crois. Un dossier qui était d'ailleurs dirigé par Jean Hinault, où on annonçait donc la possibilité de la création d'utérus artificiels, et qui est pour moi un exemple typique de la mise en place de la philosophie de la peur, ce que j'appelle moi la philosophie de la peur, que je vais caractériser quand même comme une méthode absolument infaillible, la philosophie de la peur, donc une méthode infaillible pour poser les mauvaises questions, d'abord, pour falsifier la réalité scientifique, on va le voir, je vais en donner quelques exemples, pour réduire l'éthique à l'indignation, tout comme si pour faire de l'éthique, il suffisait de ne pas être content et de trouver tout dégoûtant. Voilà, ce qui est souvent le cas, hélas. Pour éviter à tout prix de penser la technique, et puis surtout pour dire n'importe quoi, mais toujours avec grandiloquence. Ça, c'est toujours très important. Alors, on ouvre, ça c'était la couverture, on ouvre l'article, et alors c'est écrit trop petit, donc j'ai fait des petits trucs pour que, hop, paf, paf, voilà, on voit tout. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous présente un bébé tout mignon. On remarquera quand même une chose, c'est qu'on nous parle d'utérus artificiel, donc d'une technique qui n'est pas encore au point et qui devrait voir le jour dans le siècle à venir, et très bizarrement, on nous présente un bébé emmailloté. Ce qui est quand même une pratique totalement archaïque, abandonnée depuis le 19e siècle quand même, enfin pas dans toutes les campagnes de France, mais enfin bon, ça fait quand même longtemps qu'on a renoncé au maillot. Donc pour présenter du futuriste, on vous présente de l'archaïque. Tout comme si, et là on dit déjà quelque chose, tout comme si l'innovation technique était déjà une régression. C'est tout ce qui est dit. Et alors, après, il faut voir le commentaire, parce que j'adore les commentaires. J'avais trouvé ça formidable. C'est du bonbon pour moi, ça, j'adore. Alors, on vous dit des bébés sans ombilic. Sans nombril, quoi. Mais on vous montre un bébé, quand même, emmailloté. Alors, déjà, on ne peut pas vérifier qu'il n'a pas de nombril. C'est un peu limite. Qui n'auront pas connu de délivrance feront des humains comme les autres. Alors, chose intéressante, ces enfants qui ne sont pas nés, qui ne sont pas concevables, qui ne sont pas conçus encore, on se demande déjà s'ils seront humains. Bienvenue dans le monde. C'est quand même assez formidable. Ensuite, on vous dit qu'ils n'ont pas connu de délivrance. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas obstétricien, mais moi, il me semble que ce n'est pas l'enfant qui connaît la délivrance, c'est la mère. Donc, il y a un petit souci technique. Bon, pourquoi pas. Et après, on peut se demander, mais je vais y revenir après, mais au fait, ils n'ont vraiment pas de nombril, ces enfants issus de l'utérus artificiel, parce que si j'ai bien suivi le cours d'embryologie hier matin, il me semble quand même que les cellules du cordon et les cellules placentaires sont dès le départ
et les mêmes que celles de l'enfant, enfin, dès le départ, hein, si j'ai bien tout compris ce qui m'a été dit hier. Donc on ne voit pas pourquoi, même dans un utérus artificiel, ces enfants n'auraient pas de nombril. J'y reviendrai après parce que, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Continuons donc, parce que l'exemple, je m'y arrête parce que l'exemple est quand même assez flagrant. On tourne la page. Enfin, entre-temps, il y a pas mal de textes, hein, donc un long texte de Jean Yvenot qui dit c'est pas bien, c'est méchant, c'est la fin de l'humanité, etc. Voilà. Et on vous montre cette image. Alors, où on vous dit la grande question soulevée, en l'occurrence, il n'y a que l'enfant qui est soulevé là, hein, la grande question soulevée par l'utérus artificiel sera celle de la relation des adultes aux enfants. Alors, c'est sûr que si la relation à ces enfants commence par la mise d'une combinaison inifugée, c'est sûr que ça ne va pas faciliter la relation affective, il me semble. Ensuite, je ne sais pas, il y a sans doute plusieurs personnes dans cette salle qui ont déjà eu des enfants. Est-ce que vous avez déjà porté votre enfant comme ça? Non, parce que dans ce cas-là, il faut appeler la DAS. Hein. C'est pas bien du tout. Hein. Parce que là, un produit toxique dans un tube à essai, précisément, on peut le porter comme ça. Mais un enfant, jamais. Jamais. C'est précisément pas ce qu'on appelle la portance. Voilà. Et donc, il est présenté comme une chose parfaitement... Alors, et puis on se demande pourquoi il a un casque. Bon. C'est quand même assez merveilleux. Et alors, en voyant cette image, moi, il y a une chose qui est iconographiquement, hein, juste, il y a une chose qui m'a troublé. Je voyais la tête de l'enfant, la forme de la visière, et je me suis dit, j'ai mis un moment à le trouver, hein, je me suis dit, mais ça me fait penser à quelque chose, mais à quoi donc? Eh bien, ça fait exactement penser à ça. À savoir Saturne dévorant ses enfants par Goya. Hein, vous voyez, c'est la même forme, la bouche et la visière, et puis il y a la tête de l'enfant, et la même manière de le porter. Voilà, ce qui est quand même assez merveilleux. Alors c'est sûr que quand on présente l'utérus artificiel avec de telles photos, on ne va pas, comment dire, se donner les moyens d'essayer de le réfléchir, mais en revanche, on donne exactement tous les moyens de dire, vous voyez comme c'est dégoûtant. Et comme ça n'est pas tolérable. Alors, l'histoire de l'ombilic, j'y reviens, parce qu'en fait, les journalistes du Monde, dont Jean Yvenot donc, se sont inspirés d'un grand professeur de philosophie, professeur à l'Université de Caroline du Nord, qui s'appelle Rosemary Tong. Si vous voulez exactement sa position sur le utérus artificiel, je vous ai mis les références, hein, c'est page 212 de son Feminist Approaches. Et elle nous dit, les enfants nés d'une machine, alors c'est intéressant, déjà ils sont nés d'une machine, et que d'une machine, voilà, auront des organes génitaux, mais pas d'ombilic. Affirmation, on ne voit pas pourquoi ni comment. Ils seront de simples créatures du présent et des projections dans l'avenir, sans connexion signifiante avec le passé. Alors, si je comprends bien, quand on n'a pas de nombril, on n'est que dans le présent, on n'a pas de passé et on n'a pas de futur. C'est une voie funeste et sans issue, bon, ça peu importe. Ça, c'est les propos qu'elle a tenus au Congrès mondial de bioéthique de Sydney. Alors, évidemment, vous allez me dire, non, mais là, t'es vraiment trop terre à terre. Évidemment que quand elle parle d'ombilic, c'est un ombilic symbolique. Un vrai ombilic. D'accord, ok. Ce qui veut dire qu'une fois que ces enfants seront nés d'un utérus artificiel, qu'on leur dira, bah, vous n'êtes pas tout à fait humain, hein, vous êtes que dans le présent, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de passé, vous n'êtes rien du tout, et qu'ils parleront comme nous, qu'ils essaieront de s'exprimer, de dire je, qu'ils réclameront peut-être aussi le droit de vote, ou le droit d'exister, ou des choses comme ça, un peu basiques. Et on leur dira donc non, vous n'avez pas d'ombilic. Et si jamais ils soulèvent leur t-shirt pour dire si, j'en ai un, on leur dira ouais, mais non, c'est un faux. Parce que vous n'avez pas le symbolique. Ce qui est quand même assez intéressant. Il y a des manières d'exclure certains individus parlant, pensant, a priori et par avance de l'humanité, qui, moi, ces manières-là me font un peu froid dans le dos, parce que ça me rappelle vaguement certaines pensées tyranniques et dictatoriales. Alors j'ai appelé ça, c'est juste pour qualifier, et puis hop, en plus c'est joli comme ça, voilà. Ça, pour le coup, ça leur remet un cordon ombilical.
je voudrais m'arrêter 2 secondes quand même sur cette notion de philosophie de la peur, parce que je ne l'ai pas appelée comme ça de manière innocente. Parce que cette philosophie de la peur, à mon avis, mais vous le livre comme ça et on pourra en discuter, à mon avis, il y a un père de cette philosophie de la peur et une personne dont on parle très souvent, dont on a parlé beaucoup ici souvent pour en faire l'éloge aussi. Alors j'en ferai pas l'éloge parce que après plus de 20 ans de travaux sur la bioéthique, il est clair que si j'ai un ennemi absolument, à part Sylviane Agansky et puis Christine Boutin, bien sûr, mais si vraiment j'ai un ennemi, c'est bien Hans Jonas. Voilà. Alors, il nous dit que la terre nouvelle de la pratique collective dans laquelle nous sommes entrés avec la technologie de pointe est encore la terre vierge de la théorie éthique. Donc bref, en tout, il faut changer complètement de théorie éthique et il n'y a qu'à mettre Kant à la poubelle, de toute manière, ça ne sert plus à rien. D'accord. Dans ce vide, comme s'il n'y avait pas eu d'éthique avant, s'établit la recherche présentée ici. Alors, qu'est-ce qui peut servir de boussole? C'est ça qui est intéressant. Quels peuvent être les guides pour nous d'une réflexion éthique correcte à l'ère des technologies? Eh bien, Hans Jonas nous explique que c'est seulement, alors il le dit à sa manière, mais en gros, c'est seulement en imaginant que la technique pourra faire le pire, et en visualisant le pire de la technique, c'est la prophétie du malheur, que l'on pourra comprendre comment il faudra agir de manière éthique. Donc c'est une éthique de la peur, il parle d'ailleurs lui-même d'heuristique de la peur. Allons-y. Il nous invite à une heuristique de la peur et à une prophétie du malheur. Et à l'adoption, Jacques, vous la donniez hier matin, et c'est toujours cité en bioéthique. Alors bon, ça finit par m'agacer un peu, c'est vrai. Donc il faudrait, selon lui, changer complètement de paradigme éthique et virer l'impératif catégorique kantien en disant agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. C'est très louable, très bien. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est un mot. Et un mot qui, à mon avis, est très dangereux. Authentiquement. Authentiquement humaine. Parce que précisément, qui dit ce qui est l'humain authentique? Alors si on décrète que l'humain authentique, c'est surtout l'humain qui n'est jamais issu de la technique, alors d'abord il n'y a pas d'humain authentique, tout simplement, mais s'il faut pour cela ne pas avoir été conçu par fécondation in vitro, ne pas avoir été conçu dans un utérus artificiel, ne pas avoir été cloné, etc., 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 on peut réduire très loin aussi. Et puis on peut continuer. Après tout, on peut aussi dire que pour avoir une vie authentiquement humaine, il faut être hétérosexuel, blanc, catholique. Enfin, je sais pas, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc cet authentiquement, moi, me gêne énormément, parce qu'il est pour moi vraiment la porte ouverte à un refus de penser de la technique, d'abord, et surtout à des a priori, à une définition préétablie de la nature humaine. Et on sait très bien, enfin il me semble quand même, que chaque fois qu'on a donner les limites ou tracer des lignes rouges, comme le proposait Francis Fukuyama dans son livre La fin de l'homme, tracer des lignes rouges autour de la définition de l'humain, on excluait par le fait des individus pensants et parlants de cette humanité. Ce qui me semble toujours aussi parfaitement dangereux. Je finirai en citant un rapport, le rapport numéro 2832 du 25 janvier 2008, je crois, mais c'est écrit en dessous. Rapport qui a été rédigé par Valérie Pécresse au moment précisément juste après la sortie d'un livre de Henri Atlan sur l'utérus artificiel, et où la question de l'utérus artificiel avait été posée. Et donc, où elle rappelait, voilà, ça permettrait le développement des embryons humains hors du corps de la femme, de la fécondation jusqu'à la naissance. Tout de suite, Valérie Pécresse nous dit, bon, bah, ça va être un petit peu, c'est ça qui est intéressant, ça n'a rien à voir comme technique, mais c'est pas grave, on ramène à du déjà connu. Elle rappelle, on ne sait trop pourquoi, que des choses ont été faites à propos du clonage humain, et notamment l'institution donc, des crimes contre l'espèce humaine, qui font quand même que, pour la première fois
de son histoire, le droit français, depuis 2004 donc, le droit français sanctionne plus sévèrement le fait de faire naître que le fait de tuer. C'est jamais arrivé, même sous l'Ancien Régime. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, elle nous dit ça, Valérie Pécresse. Et puis, elle poursuit en rappelant que cette loi de bioéthique de 2004 et les crimes contre l'espèce humaine seront portés à l'ONU. En fait, ils y sont allés effectivement à l'ONU, mais ils ont été complètement déboutés. Ça, c'est pas grave depuis. Et elle nous explique, je vous avais dit qu'elle parlait tout le temps d'apprentis sorciers, qu'il faut faire attention et que le législateur ne doit pas jouer les apprentis sorciers et maintenir des garde-fous éthiques, ce qui pose quand même aussi la question de la fonction du droit. Est-ce qu'il doit vraiment proposer des garde-fous éthiques ou simplement un cadre juridique? C'est tout le problème des lois de bioéthique, à mon sens. Mais bon. Et elle ajoute une chose qui est tout à fait intéressante et qui donne le fond de sa pensée, à savoir que dans l'idéal, la filiation juridique d'un enfant doit correspondre à sa filiation réelle, c'est-à-dire biologique de préférence, sociologique sinon. Alors on voit, je suis très content d'avoir écouté juste avant Irène Théry, parce que voilà, hein, le fantasme de la vérité biologique et la question du réel comme biologique, et sans qu'il y ait d'autres pensées possibles, elle est bien présente chez le législateur. Et ça me semble aussi assez inquiétant. Le sociologique, sinon, me semble aussi assez troublant. Alors, pour conclure, parce qu'on m'a demandé de parler 25 minutes, ça fait 24,23, c'est bon. Ouais, quand même. Pour conclure, et puis pour donner une autre teinte à tout cela, parce que maintenant que je me suis moqué de tout le monde, enfin, il s'agit peut-être d'essayer de faire du travail, quoi. Je crois que d'abord, à propos de toutes ces techniques de procréation, il faut prendre garde à ne pas mettre trop en avant des évidences, entre guillemets, bien sûr, biologiques. À propos de l'utérus artificiel, c'est l'évidence de la différence des sexes. Hein. Comme disait par exemple Christine Boutin, la différence des sexes est une évidence qui ne réclame aucune explication scientifique. Voilà. À qui j'avais répondu, effectivement, ça reste une évidence tant qu'on n'a pas regardé l'explication scientifique. Une fois qu'on l'a donnée, c'est plus du tout une évidence. Et d'ailleurs, c'est aussi une évidence que le Soleil tourne autour de la Terre, puisque tous les matins, on voit le lever à l'Est et se coucher à l'Ouest. Donc je crois qu'il faut, avec toutes ces questions-là, d'abord prendre garde à l'argument du Berk, hein, et ne pas tout de suite avoir cette réaction-là. Moi, quand j'ai publié le bouquin sur l'utérus artificiel il y a 10 ans, quand j'ai dit « Ah bah voilà, j'ai écrit un bouquin sur l'utérus artificiel », tout le monde, hein, y compris des gens très intelligents, leur première réaction c'était « Mais c'est dégoûtant !» Voilà, tout de suite. Hein. Ce qui est peut-être une réaction normale, après tout, c'est pas très grave, mais donc je pense qu'il faut aller au-delà de ces évidences biologiques, qu'il faut également s'interroger sur la fonction du droit. Est-ce que le droit est là pour dire ce qu'est la nature, dire ce qu'est la vérité biologique? Est-ce qu'il est là pour dire l'éthique? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que toutes les lois de bioéthique là, sont à remettre en question dans ce cas-là. Plus particulièrement, je crois qu'il s'agirait, si on veut essayer de comprendre certaines techniques, de parler enfin sérieusement de l'ectogénèse et des autres techniques de procréation, et non pas n'importe comment avec tout plein de fantasmes, en parlant d'enfants fabriqués ou de bébés éprouvettes. Et ça c'est un programme qui me semble assez vaste et des plus importants. D'ailleurs, et je le dis à Jacques Matteux, je lui ai déjà dit hier soir, j'aurais été ravi de faire la conférence hier qui s'appelait Philosophie de la naissance. Mais je reviendrai. I'll be back for it. Je crois qu'il est important de penser vraiment la naissance et une philosophie de la naissance conjointement avec la question de l'anthropotechnie, plutôt que systématiquement et obligatoirement craindre l'immixtion de la technique dans le processus d'engendrement et de procréation. Je vous remercie de votre attention.